Bonjour et merci d'être avec nous pour une autre rencontre. J'ai vraiment hâte d'échanger avec mon invitée aujourd'hui parce que non seulement qu'elle partage sa connaissance de la langue maternelle qui est espagnole, mais aussi elle donne l'opportunité aux enfants, aux jeunes, de s'immerger dans une autre culture. Donc, si vous êtes parent d'un enfant qui est à la polyvalente, ou si tu es un élève, soyez à l'écoute parce que je suis sûre que vous allez trouver l'émission très intéressante. Je suis avec Luz Aida Sanchez. Salut Luz. Bonjour, merci de ton invitation. Évidemment, on va concentrer sur tes projets et tout ça, mais j'aime beaucoup placer un peu pour que les gens réalisent qui tu es. Donc, tu viens d'où, juste la ville, et après, tu peux parler de ta famille, tes études de travail. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Bon, tu l'as dit, je m'appelle Luz Aida Sanchez. Je suis née en Colombie, dans la ville de Cartago, dans une province qui s'appelle la vallée del Cauca. Et en Colombie, j'étais enseignante en histoire géo. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Mes études, mon baccalauréat, c'est en histoire géo, en Colombie, originalement. Ma formation pédagogique aussi. J'ai travaillé plusieurs années dans une école primaire, dans une école secondaire. Puis après ça, je me suis mariée, puis avec mon mari, on a décidé de se donner cette belle opportunité de venir découvrir la vie ici au Québec. Et c'est quoi le travail de ton mari? Mon mari en Colombie, il avait son atelier d'usinage. Sa profession, il est machiniste conventionnel. Puis il avait son atelier d'usinage. Mais vous savez, la réalité en Colombie, c'est pas tout à fait évident. C'est pas évident. Puis à l'époque, c'était pire. Maintenant, les choses se sont plus ou moins améliorées, mais la situation est encore délicate. Puis mon mari et moi, on s'est dit, mais surtout lui au début. Moi, je n'étais pas sûre parce que j'avais mon emploi avec le ministère de l'Éducation. Je travaillais dans une école secondaire publique, donc j'avais ma permanence. Ah, okay. Et puis lui, il a décidé d'explorer cette option, puis moi, je l'ai suivi. Puis on était acceptés. Ça demandait quand même un processus de 2 ans avant d'obtenir la résidence pour pouvoir venir nous établir ici. Parce que je me souviens qu'on s'est rencontrés, puis tu as dit, j'ai grandi dans la violence, je veux vieillir dans la paix. C'est à cause de la situation politique? Oui, c'est ça. À ce moment-là, la situation, je vous parle, je suis arrivée ici en 2002. Je me souviens très bien, c'était au mois de janvier. Oui, c'est ça. Oh, janvier, OK. Je pense que janvier, c'est ça. 18 janvier, quelque chose, 2002. Donc, on a quitté la Colombie, il faisait 30 degrés, puis quand j'arrive à Montréal, il faisait moins 30. Alors, quand même, c'était un bon 60 degrés de différence. C'était un choc thermique pour moi, puis pour mon mari. Mais on a décidé de quitter la Colombie, mais surtout, mon mari était plus motivé que moi. Moi, je n'étais pas sûre, mais je voulais vivre avec lui cette expérience, me donner la chance au moins de voir de quoi avait l'air de vivre ici au Québec. Puis moi aussi, j'étais comme fatiguée de la violence, les sentiments d'insécurité. J'avais besoin de vivre dans la paix, de savoir qu'est-ce que c'est vraiment vivre dans la paix puis dans la sécurité. Parce que moi, j'ai eu la chance d'enseigner il y a 6 mois en Medellín, à 2 écoles différentes, puis ça, c'était en 1997. Et c'était une situation très précaire à ce moment-là. Ouais. Mais ce que je comprends, qu'il y a une grosse amélioration. On voit beaucoup plus la beauté de la ville, puis les gens, ça s'améliore beaucoup. Oui, la situation a beaucoup évolué. La situation, je peux dire que s'est améliorée dans certains aspects, mais il y a encore du travail à faire. Puis moi, j'aime beaucoup mon petit paradis, mon paradis en guerre, comme je l'appelle, la Colombie. J'aime beaucoup mon pays d'origine, mes racines, une partie de ma famille est là, mes amis, les fruits. Il y a beaucoup de choses duquel je m'ennuie. Mais honnêtement, je dois vous avouer que vivre ici, ça a été un bon choix pour moi et mon mari. Moi, je trouvais ici mon chez-moi, mon autre chez-moi.
puis je me sens bien. Et comment est-ce que vous avez choisi le Québec? Parce que est-ce que tu avais une connaissance du français avant? Ni un ni l'autre? Ben, pas du tout. Ben, on avait étudié un petit peu juste pour se débrouiller, parce que quand on passait l'entrevue à l'époque, il fallait aller à Bogota, la capitale, pour passer une entrevue. Puis ils nous demandaient si on connaissait un petit peu la langue. Mais à ce moment-là, il y avait les cours de francisation que j'ai fait à l'UQAM à Montréal. Mais nous, on avait choisi le Canada parce qu'on avait lu que ben, le Canada, c'était un pays avec une belle qualité de vie. C'est ça qu'on connaissait par les médias, par la télé, partout. Et j'ai deux frères qui vivent en France, j'ai deux frères qui vivent aux États-Unis, mais ni la France ni les États-Unis nous interpellaient. Mais quand on a parlé de cette possibilité, puis après ça, on a vu le Québec, c'était comme la province la plus ouverte à l'immigration. Puis on trouvait que le français, ça ressemblait beaucoup plus à l'espagnol. Et même si le français, c'est un peu plus difficile à prononciation, l'apprentissage de la langue, on le trouvait assez facile, vu qu'il se rapproche énormément de la langue espagnole. Puis on trouvait que le Québec nous ressemblait d'une certaine manière. Notre côté latino-américain, c'est ressemblait avec le Québec. Ça se ressemblait, mais comme tu as dit, tu es arrivé au mois de janvier. Donc, il n'y avait pas de ressemblance dans ça. Du tout. À un moment donné, tu as dit que ça prend de la résilience. Peux-tu donner une anecdote ou quelque chose quand tu penses de résilience pour changer de pays? Difficile à choisir, j'en ai beaucoup. Facile. Mais c'est dit que nous, les Colombiens, nous sommes des gens très résilients. La résilience, c'est un de nos plus grands apprentissages. Peu importe la personne qui vient de la Colombie, est une personne courageuse, c'est une personne résiliente. Parce que dans les conditions qu'on a grandi, on est capable de s'en sortir puis de se construire un beau projet de vie, malgré toutes les circonstances. On est des gens forts, des gens résilients. Mais ici, la résilience nous a beaucoup aidés parce qu'on trouvait que c'était beaucoup plus facile de développer un projet ici de vie. Et les conditions étaient, sauf le climat. On n'était pas vraiment habitués à cette température. Puis, c'est-à-dire que je pourrais te raconter plusieurs anecdotes, mais la plus drôle que je trouve, c'est qu'on ne connaissait pas les verglas. Puis, jamais dans ma vie, mon mari et moi, on avait marché sur la glace, sur le trottoir. Okay. Donc, moi, je voyais les gens qui marchaient très bien, mais moi, j'avais la misère à me tenir debout. Est-ce que tu avais au moins des bottes? J'avais des bottes. Okay. Au début, j'allais faire mes cours de français à l'UQAM, mais vu que j'avais peur de tomber, puis on ne connaissait pas, on était comme deux mois, un mois et demi à Montréal, puis il y avait beaucoup de glace dans les trottoirs. La première fois que mon mari est sorti pour aller travailler, il a ouvert la porte, il a mis les pieds sur le trottoir, puis il a continué tout droit au milieu de la rue. Au milieu là, puis je l'ai vu tomber, j'ai dit, oh mon Dieu, comment je vais faire pour aller marcher jusqu'à l'arrêt de l'autobus après ça pour aller prendre le métro. Bon, puis le soir, mon mari m'a dit, parce qu'il est un inventeur, mon mari est un génie. Mais à ce moment-là, il m'a dit, mais je pense que je prendrai des vis, je les mettrai dans tes bottes, là, puis il a mis ça. OK, c'est une bonne idée. Je ne savais pas qu'il y avait des crampons qu'on pouvait acheter. Oui. Bon, il a mis des vis. Je suis partie avec ça, puis oui, je marchais sur la glace très bien, mais quand je suis rentrée à l'UQAM, à l'université, il y avait des clac, 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 clac partout. Puis tout le monde tournait la tête, puis me regardait. J'étais gênée. Puis j'essayais de ne pas faire du bruit, mais c'était impossible. Alors, je dis à Carlos le soir, il va falloir que tu enlèves les vis parce que moi, je fais clac, 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 clac partout dans l'UQAM, puis tout le monde me regarde. C'était une des anecdotes. Donc, il y a une adaptation. Vous avez resté à Montréal une période de temps. Et comment s'est passé que toi, tu as réussi à avoir un poste à Thetford Mines dans l'enseignement? Très bonne question. Et ça a été un long parcours. D'abord, pour pouvoir travailler dans mon domaine, il fallait que j'étudie la langue française. Oui. Donc, j'ai fait toutes les équivalences de mon diplôme en Colombie, de ma formation pédagogique en Colombie. Tout a été reconnu au niveau du baccalauréat.
Mon expérience aussi a été reconnue, mais je devais aller à l'université pour améliorer pas seulement mon français à l'oral, c'est aussi mon français écrit. Quand j'ai fini la francisation, c'était 8 mois à l'époque, j'ai décidé de faire un certificat à l'UQAM en français écrit pour nos francophones. Je fais le certificat pour me préparer à faire les examens du ministère. J'ai dû, pour pouvoir avoir le droit à mon permis d'enseignement, puis postérieurement à mon brevet d'enseignement que je possède présentement, j'ai dû faire 5 examens au ministère. C'est ça. Il y a 5 examens à faire au ministère de l'Éducation. Et après ça, j'ai travaillé à l'école, à l'UQAM, à l'école des langues, comme auxiliaire d'enseignement dans l'école des langues. Donc, j'ai travaillé avec les enseignantes de langue espagnole pour les aider au niveau de la correction, l'atelier de phonétique avec les élèves, parce que je ne pouvais pas être une enseignante là-bas, j'étais en formation. Après ça, j'ai eu mon permis d'enseignement pendant 5 ans. Je travaillais à la commission scolaire de Sherbrooke. Juste une parenthèse avant que tu continues, parce qu'en Colombie, tu as enseigné l'histoire. Et la géo. Oui. Et là, tu étais pour enseigner l'espagnol? Oui. Oui, pour commencer, c'était comme la porte d'entrée plus facile pour moi, l'espagnol, parce que dans les commissions scolaires, il faut respecter l'ancienneté, excuse-moi, c'est ça. L'ancienneté. Et il y avait une liste de priorités, il y avait beaucoup de monde devant moi. Ce n'était pas facile pour moi de me placer dans une école dans ces domaines de géohistoire, mais c'était plus facile. La porte d'entrée, je trouvais que c'était plus facile au niveau des langues. Donc, je suis allée voir à l'école des langues à l'UQAM, puis ils m'ont pris comme auxiliaire d'enseignement. Après ça, on a déménagé de Montréal parce qu'on voulait vivre dans une ville plus tranquille. On a déménagé à Sherbrooke. Oh, OK. C'était graduellement. Avant de venir ici. Ben, j'espère qu'on va rester ici. Hein. Je ne veux pas continuer mon parcours. Et à Sherbrooke, avec l'expérience que j'ai acquise à l'UQAM, j'ai réussi à avoir un poste à la commission scolaire de Sherbrooke, de l'Estrie. J'ai travaillé au Centre Saint-Michel dans l'éducation des adultes. J'ai donné des cours d'espagnol, mais le jour, j'étais conseillère pédagogique auprès des personnes immigrantes pour les aider au niveau de l'intégration à l'emploi, préparation des entrevues, recherche d'emploi. Ça a été une belle expérience pour moi pendant 12 ans. Et après ça, ces postes-là ont disparu. Alors, j'avais juste des cours d'espagnol. Comme le plus gros de mon contrat, je ne l'avais plus. Donc, j'ai commencé à envoyer des CV partout dans les commissions scolaires. Et c'est ici la commission des Appalaches, des scolaires des Appalaches, qui m'a appelée. Je suis venue, je passais en entrevue. Puis ils m'ont pris depuis 2006 que je suis à la Poly de Thetford. Oh, c'est depuis 2006? Depuis 2006, au programme d'éducation internationale comme professeur d'espagnol. Et puis à ce moment-là, je dis à Carlos, bon, j'ai réussi l'entrevue. Ils m'ont appelé, puis je commence la semaine prochaine. Puis Carlos avait son travail à Sherbrooke, qui était bien établi, on était contents dans la ville. Il était à Sherbrooke avec moi, mais il travaillait à Quaticook. À Quaticook, puis il avait un bon emploi, très bon emploi. Mais sa réponse, moi, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, toi, tu m'as suivi de la Colombie ici au Canada. Ah, mon Dieu. Moi, c'est le temps de te suivre. Alors, c'est moi qui va te suivre à Thetford Mines. C'est plus difficile pour toi de trouver une place dans une commission scolaire. Puis ils m'ont offert à l'époque une belle tâche. Et puis j'ai encore une belle tâche. Et puis il m'a suivi, puis pour lui, c'était pas un problème de se trouver un emploi, son domaine comme machiniste. Et donc, il a réussi aussi à trouver de quoi oui, ici? très rapidement. OK, très rapidement. Même si on a l'expérience, quand on change de pays, tout ça, tu avais déjà enseigné en Colombie, mais sans doute d'arriver ici, tout ce que tu avais connu là-bas, tu n'étais pas capable nécessairement d'appliquer ça ici avec les étudiants. On a toujours je pense que tous les enseignants, ils ont une période d'adaptation. Tu penses faire une affaire dans une classe, puis quand tu arrives dans la classe, parce que ce n'était pas les adultes, ce n'était pas les universitaires non plus, là, tu as les ados. Ouais. Comment s'est passé les premières semaines, même la première année? Est-ce que c'était avec facilité, fluidité ou... Bien,
peux vous dire que toute l'expérience que j'ai acquise en Colombie comme enseignante au niveau secondaire, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je peux vous dire que ces compétences restent en nous, puis ça nous aide. Parce que là-bas, on réussit à faire un bon travail avec des conditions qui ne sont pas les mêmes conditions qu'on a ici. Même s'il y a des choses à améliorer, il y a de belles conditions d'enseignement. Donc, pour moi, ça va être très difficile de m'adapter. C'est sûr qu'il y avait des choses qui fonctionnaient différemment. J'ai dû les apprendre. J'ai dû m'habituer à la façon de fonctionner ici. Mais c'est grâce à toute l'expérience que j'avais eue en Colombie dans des conditions très difficiles qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer puis à m'adapter au rythme de travail ici. Et dans une école secondaire comme la Poly de Thetford, c'est une grosse école. Puis le programme d'éducation internationale, c'est un programme particulier, puis c'est un programme qui a beaucoup d'avantages, des avantages que j'aime beaucoup. C'est un profil que j'adore parce que c'est un profil pour travailler l'ouverture interculturelle avec les élèves. Ça me permet de parler de la culture, ça me permet de leur montrer de nouvelles choses, ça me permet de travailler avec eux l'appréciation de la belle qualité de vie qu'ils sont ici. Oui, puis je leur montre ça parce que des fois, quand on vit dans le confort tout le temps, on oublie que ce n'est pas tout le monde qui vit dans cette belle condition. Pas seulement on oublie, mais les autres ne savent probablement même pas. Ils ne sont jamais connus, ça. Ce n'est pas leur faute non plus, mais il faut leur sensibiliser à cette réalité. Puis c'est ça que j'aime du programme d'éducation internationale, qui me permet pas seulement d'enseigner cette langue, cette belle langue, mais c'est aussi de véhiculer à partir de l'enseignement de cette langue toute la culture qui va avec. J'utilise toutes sortes d'activités, des vidéos, des chansons, la danse, des ateliers musique. J'ai deux beaux projets que je pourrais vous parler plus tard, qui va vraiment avec la philosophie, la façon comme je vois l'éducation. Et l'attitude des jeunes, parce que souvent ils ont le français, puis après ça, anglais, mais tout le monde parle d'anglais, tu devrais connaître et tout ça. Mais là, il y a une autre langue, espagnol. C'est quoi leurs attitudes face à l'apprentissage? Mais les élèves qui vont au programme d'éducation internationale sont intéressés. Okay. Je vous dirais que la plupart sont intéressés par cette langue. Ça fait partie de leur parcours au pays. Puis c'est sûr que il faut leur montrer aussi l'importance de parler dans un monde de globalisation comme on vit aujourd'hui, puis dans une province qui reçoit, qui accueille de plus en plus de personnes immigrantes qui viennent de l'Amérique latine. Mais on est très proche de l'Amérique latine. Même aux États-Unis, c'est la 12e langue la plus parlée et la plus étudiée. Oui. Donc, parler une 3e langue, c'est un énorme avantage sur un CV. Puis même dans la recherche d'emploi, même sur les marchés d'emploi, les employeurs maintenant cherchent du monde qui sont capables de se débrouiller dans cette langue. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'installer ici, vivent ici. J'ai déjà des élèves, ça fait des années que j'enseigne à la Poly de Thetford, j'ai déjà des élèves qui sont des médecins, des avocats, des dentistes, et puis ils me disent, je ne pensais pas me servir de ça. Puis je reçois beaucoup de monde qui ne parle pas le français, puis je suis capable de communiquer avec, et je suis fière de ça. J'ai dit, ben, si tu es fière de toi, moi je suis plus fière de toi aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je veux maintenant que tu expliques, parce que je sais, c'est ça qui m'a intéressée. Je dis, c'est pas juste la langue que tu enseignes, mais tu donnes vraiment la chance à des jeunes à cet âge-là comme je dis dans l'introduction, de s'immerger dans une autre culture, vraiment comprendre la culture. Donc, tu fais ça, tu as différents projets, parce que c'est l'été, je pense. Vous partez des fois en Colombie ou est-ce que vous allez avec les élèves? Oui, ça c'est un projet qui a commencé à la Poly de Thetford. Quand je suis arrivée, il était déjà. Le premier voyage s'est préparé quand je suis arrivée en 2006 pour le Guatemala. C'est un voyage d'aide humanitaire. Ah, OK. Puis à l'année suivante, j'ai demandé à ces comités-là si je pouvais y participer puis, et faire partie de ces comités parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et depuis ces temps-là, mon premier voyage, je l'ai fait en 2008. Et puis depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté. Les comités ont changé de personnes qui se sont joints à ces comités-là, mais le projet continue.
Et depuis que la personne responsable de ce projet-là est partie, il y avait une enseignante intéressée, maintenant elle est directrice adjointe. Les deux, on a repris ce projet-là, puis il y avait du monde qui était intéressé, puis qui s'était joint à nous. Et maintenant, le projet continue. On a déjà fait 6 voyages d'aide humanitaire à différents pays, puis on est en train de préparer les prochains. On est allé au Guatemala 2 fois, je suis allée 2 fois, au Pérou, Costa Rica. On a fait aussi la République dominicaine récemment, l'année passée. Et on prépare notre prochain voyage, mais on ne sait pas encore la destination parce que ça dépend toujours du projet de travail et la capacité d'accueil, parce qu'habituellement, on part avec une trentaine d'élèves. OK, une trentaine. Oui. Et c'est quoi les critères pour qu'ils participent? Les critères, mais ça passe par différentes étapes. La première chose, c'est la motivation que l'élève va montrer, puis l'engagement qu'il va montrer vers l'école aussi, l'attitude, le comportement, parce que ce n'est pas une question de notes et de résultats. Il ne faut pas non plus... Okay. Il ne faut pas non plus mettre l'élève en échec. Mettons un élève qui est en difficulté à l'école, et on ne va pas le mettre en difficulté en partant 12 semaines de l'école. C'est sûr que c'est 2 semaines, une semaine avant la relâche, puis la relâche incluse. Oh, c'est pas en été, c'est en février. C'est pas en été, c'est durant l'année scolaire. Exactement. Et c'est pour ça qu'un élève qui est vraiment en grosse difficulté, on conseille fortement aux parents on ne pourrait pas, parce qu'on ne l'aide pas. Mais les élèves qui sont en réussite, qui ont une belle attitude d'engagement, qui nous montrent qu'ils sont motivés à faire ces voyages, et on les passe ils écrivent une lettre de motivation, après ça on les passe en entrevue, et après ça on choisit notre groupe. Et donc cette année, vous ne savez pas où vous s'en allez, mais qu'est-ce que vous faites comme levée de fonds? J'imagine qu'il faut... oui. C'est parce que ça, peut-être il y a des élèves qui, financièrement, c'est difficile, donc il faut avoir une levée de fonds pour... Oh oui, on les offre plusieurs possibilités de financement. On fait des campagnes de financement pour Noël. Et l'activité qui nous rapporte plus d'argent, c'est l'emballage dans des différentes épiceries de la ville. Ah oui, OK. Oui, puis faire l'emballage, ça nous rapporte beaucoup d'argent, qui va être divisé parmi les élèves qui vont travailler avec nous. Et c'est un projet que je tiens encore ce projet-là parce que quand on amène un groupe d'élèves là-bas dans ces réalités, ils vont voir vraiment comment est-ce que ça se vit ailleurs, les conditions de vie, puis que malgré tout ça, ils vont venir avec une autre vision du monde. Bien sûr. Puis ils vont voir aussi, mais là-bas, il y a beaucoup de pauvreté, mais les gens sont heureux. Pareil. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Hein? Oui. Ils ont beaucoup moins, mais les sourires sont toujours présents. Là. Même quand tu es dans les rues les plus pauvres, tu vois les enfants qui sont souriants. Ouais. C'est une expérience de vie puis qu'ils ne vont jamais oublier. Puis je sais que tôt ou tard, ça va leur rapporter des belles apprentissages dans la vie. Est-ce que tu as dit, il y a des élèves qui peuvent répéter l'expérience ou est-ce que c'est une fois qu'ils sont allés, il faut laisser la chance? Exactement. On n'amène jamais 2 fois une personne parce que de toute manière, c'est un projet qu'on prépare sur 12 ans. Okay. Et donc, si on commence maintenant, on va partir en février 2021. Donc, les élèves en secondaire 3 et 4 vont partir en 4 et 5. Okay. Au 12 ans. On va au 12 ans parce que c'est un travail qui demande beaucoup de préparation. Okay. Et c'est quoi les commentaires des étudiants? Et ils aiment beaucoup l'expérience. Après, on fait des rencontres pour évaluer notre expérience, puis les élèves apprécient énormément cette expérience. Ils disent que c'est la meilleure expérience de vie qu'ils ont vécue, puis qu'il y a plein de choses qui ont changé au niveau de leurs croyances, de leur jugement, ce qui les a apporté dans leur vie, ils ne vont le jamais oublier. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est souvent beaucoup plus tard que les gens embarquent dans les projets d'aide humanitaire. C'est vrai. Et à ce jeune âge-là, comme tu as dit, c'est marquant. Oui. C'est que l'expérience et la façon de réfléchir sur leur vie ici et leur vie là-bas, ils voient toute une autre
ils voient comment le monde est complètement Oui. différent, puis comment ils sont tellement chanceux, même si des fois ils pensent qu'ils sont pas, ils sont pas chanceux. Ouais. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas touchés que toi tu aimerais partager? Oui, oui, j'aimerais te parler de d'autres choses. Quand on parlait de mon parcours, j'ai oublié de te dire que pour avoir mon brevet, mais c'est pour tous les enseignantes immigrantes qui viennent ici, ils nous demandent aussi d'aller faire à l'université plusieurs cours de pédagogie et de didactique. Puis j'ai dû aller faire un programme de 12e cycle à l'université de Sherbrooke. Je l'ai fait en même temps que je travaillais ici à l'école. Donc j'ai travaillé puis j'ai étudié à Sherbrooke. En étant ici à la Poly de Thetford. J'ai réussi ça, mais ça m'a pris beaucoup d'études avant d'avoir mon brevet. Alors, je suis fière de ça. Je suis fière de ça. Avec raison. Puis une autre chose que je voulais partager avec vous, c'est que on a créé depuis 2008, avec mes élèves aussi, du programme d'éducation internationale, un comité qui s'appelle Comité de coopération internationale Canada-Colombie. Depuis 2008, on a aidé plusieurs écoles en Colombie. On fait un souper spaghetti, spectacle avec les élèves, puis on ramasse de l'argent pour pouvoir aider des enfants en Colombie. Et on a construit une salle de jeu pour les enfants en Colombie. Et maintenant, on est rendu à aider 4 écoles. Il y a 200 enfants en Colombie qu'on a réussi à acheter tout leur matériel scolaire pour l'année en Colombie. Muchas gracias. De nada. Mucho éxito. Muchas gracias. Et à vous, les écouteurs, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et comme je dis, si vous avez des enfants, des jeunes qui aimeraient participer, mais je pense que c'est une expérience à embarquer dessus tout de suite. Donc, merci beaucoup. Bonne semaine et à notre prochaine rencontre.